honorables députés, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près la Cour des comptes, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le Président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, Mesdames, Messieurs les magistrats, Messieurs les anciens bâtonniers, Monsieur le dauphin du bâtonnier, Mesdames, Messieurs les avocats, chers consoeurs, chers confrères, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les recteurs, doyens et professeurs des universités, Messieurs les dignitaires religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs les administrateurs de greffe et greffiers, Mesdames, Messieurs les présidents de la Chambre des notaires, de l'Ordre des huissiers, de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés, de l'Ordre des experts et évaluateurs agréés, Mesdames, Messieurs les officiers ministériels et auxiliaires de justice, honorables invités, Mesdames, Messieurs. En ce début d'année, permettez-moi avant tout de présenter mes vœux les meilleurs à chacune et chacun d'entre vous et à l'ensemble de la famille judiciaire. Je voudrais aussi saluer la mémoire des confrères, magistrats, auxiliaires de justice et autres membres de la famille judiciaire qui nous ont quittés au cours de la dernière année judiciaire. Ils ont chacun à sa façon donné à l'institution judiciaire leurs meilleures années et leur souffle. Je renouvelle à leur famille l'expression de mes condoléances attristées. Que leurs âmes reposent en paix. J'ai aussi, à cet instant précis, une pensée respectueuse pour ces femmes et ces hommes qui accomplissent chaque jour leur mission au service de la justice, avec dévouement et humanité, sans compter leur temps, dans des conditions souvent difficiles. C'est grâce à eux que notre institution tient sans relâche. Monsieur le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature, le barreau vous adresse encore ses félicitations suite à votre élection comme Président de la République du Sénégal. Le choix porté par le peuple sénégalais sur votre personne et les principes que vous défendez répond certainement à leur réelle aspiration à une vie meilleure, faite de paix sociale, de justice, de prospérité et d'humanité. Votre engagement en faveur d'une gouvernance transparente, juste et efficace, qui reflète un sens profond du service de l'État, est un gage de respect et d'espérance pour tous les Sénégalais. Nous formons le vœu de succès dans l'accomplissement de votre haute et noble mission. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, statutairement acteur de la justice, vous connaissez bien les préoccupations et les attentes de la famille judiciaire. Mais votre mission n'en demeure pas moins difficile. Les nombreux défis à relever font de vos responsabilités une très lourde charge. Mais vos compétences largement éprouvées et votre volonté seront des gages de réussite dans votre mission. Réussite que nous souhaitons autant que vous très vivement. Le barreau vous réaffirme son soutien pour une justice de qualité, garante de l'indépendance, de l'impartialité des magistrats et des droits de la défense. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême,
le barreau vous réitère ses félicitations. Votre dévouement au service de la justice est reconnu et apprécié de tous. Nous vous souhaitons une bonne et sereine gouvernance de la Cour suprême. Monsieur le procureur général près la Cour suprême, le barreau vous félicite et vous souhaite un plein épanouissement dans vos nouvelles fonctions. Je ne doute pas un instant de votre engagement pour mener votre mission dans l'unique but d'assurer une bonne qualité de la justice. Monsieur le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature, le thème sur lequel vous nous avez conviés à réfléchir ce matin d'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux porte sur droit de grève et préservation de l'ordre public, un thème pour le moins intéressant. Tel que posé, le thème fait automatiquement penser dans l'absolu à l'éternel problème de la conciliation du droit de l'individu avec le droit de la collectivité, de la conciliation de l'ordre et de la liberté. La dialectique de l'ordre public et des libertés, traversant la pensée juridique depuis le XVIIIe siècle, est une problématique délicate car inhérente à l'avènement des sociétés modernes. La multiplication des dispositions législatives visant à répondre à ces évolutions de fait suscite des interrogations sur la protection des droits et des libertés. Le droit de grève comme droit fondamental n'a pas échappé au processus qui consiste à encadrer, par une règle de droit, la portée ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté garantie dans un but prévu par le constituant. Le conseiller Latir Niang, que je félicite, nous a fait une présentation du thème reposant sur une étude notionnelle et une analyse de la jurisprudence confrontant les dispositions d'ordre public au droit de grève sous un prisme de restriction causé par le caractère fondamental aussi de l'ordre public. Nous tâcherons d'apporter quelques réflexions sur le degré d'équilibre des rapports en apparence divergents entre la protection du droit de grève et la préservation de l'ordre public. Il m'a paru nécessaire de mettre l'accent sur le caractère équivoque de la limitation du droit de grève par l'ordre public. Alain affirmait: la liberté ne va pas sans l'ordre, l'ordre ne vaut rien sans la liberté. D'abord, l'état de droit ne prône pas l'absolutisme dans la jouissance des droits. Ceux-ci peuvent et doivent s'exercer dans les limites légales et réglementaires. Les droits fondamentaux, dont le droit de grève, trouvent leur ancrage dans la Constitution qui confie aux législateurs de les définir, de délimiter le cadre de leur exercice et aux juges constitutionnels, gardiens des promesses du constituant, la mission de préserver l'équilibre dans leur rapport. C'est ce que annonce l'article 25, alinéa 4 de la Constitution, qui dispose: le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l'entreprise en péril. La prééminence du législateur dans la limitation du droit de grève résulte donc d'une habilitation du constituant. Pour ce dernier, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure du droit de grève les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre droit, en vue d'en éviter un usage abusif ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins des services essentiels du pays, dont la continuité doit être assurée dans la mesure où il concrétise des droits et libertés constitutionnellement garanties. Il ressort du législateur, statuant dans le domaine de sa compétence,
d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions dès lors que dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garantie légale les promesses du constituant. Dès lors, la Constitution porte elle-même les germes d'un encadrement du droit de grève sans qu'il soit nécessaire de l'apprécier dans le cadre d'un rapport de confrontation avec la notion d'ordre public. La Constitution renvoie à la logique de conciliation entre plusieurs droits fondamentaux de même valeur que le législateur est tenu de concrétiser. Me diriez-vous, les limites instituées par le constituant et la faculté laissée au législateur d'organiser le droit de grève renvoient fondamentalement à l'esprit d'ordre public, la grève restant un fait social majeur. L'ordre public est une norme inhérente au droit et son influence sur les droits individuels et collectifs est très marquée. La Constitution dispose en son article 25, alinéa 3, « Tout citoyen a le devoir de respecter